Donc, je laisse la parole à François, dit Renard Frac. Oui. Ben bonjour tout le monde. Je suis vraiment content d'être là. Moi, en premier, je suis un citoyen engagé. C'est sûr que mon vrai métier dans la vie, là, je gagne ma vie en étant graphiste. Mais pour protéger les milieux naturels que je vais vous montrer, depuis 2013, je m'implique à expliquer, à vulgariser le territoire, puis j'apprends ma flore en même temps. J'apprends vraiment ma flore, puis je commence à être bien. Dans le fond, je suis comme un botaniste amateur. Mais, puis aussi, j'ai fait de l'histoire amateur, encore une fois, mais je suis bien ferré. J'ai des amis comme William Gaudry qui m'aident beaucoup pour ce qui est de l'histoire, là, justement, du ruisseau et de Mercier, Hochelaga, Maisonneuve. Est-ce que vous me laissez partir ça, tout le monde? Oui, tu peux y aller. Oui? Là, je vais partager mon écran. Voilà. Tout le monde voit bien? Oui. Ben, c'est ça. Ça se nomme Sur le bord du ruisseau de la Grande Prairie. On va explorer le bassin versant d'un ruisseau disparu. Vous allez voir, il en reste des traces. Il reste surtout des milieux naturels. Puis mon nom sur Internet, c'est Renard Frac. Ça veut dire quoi, ça? C'est Renard. J'ai été longtemps dans les scouts, jusqu'à 18 ans. J'ai fait beaucoup de bénévolat, fait que ça vient de là. Et Frac, ben, je suis aussi un illustrateur. Puis dans les années 90, j'ai signé une illustration à... C'était Frank que je signais, puis j'ai oublié le N. Puis c'est resté. Voilà, c'est aussi simple que ça. Puis mon vrai nom, c'est François Plourde. Oups. Et voilà le vrai renard qui parcourt le bassin versant. Hein, ça, ça a été pris en bas, tout près du Saint-Laurent, dans des friches comme ça, abandonnées, il y avait même sa famille qui était là. Alors voici, mesdames et messieurs, le bassin versant du ruisseau de la Grande Prairie. C'est ce que là, on va explorer dans la prochaine heure. J'ai-tu l'heure justement parce que je veux pas... Oui, ok, ben, il est 7h08, parfait. Alors, on va essayer de se situer ensemble. On a la 40 ici. On est quand même près de la 25, la rue Sherbrooke. Puis justement, les gens de la Société de biologie vont se reconnaître. Ici, il y a le jardin botanique à côté du stade olympique. Le ruisseau, le fameux ruisseau Fleury, anciennement se nommait le ruisseau Morgan, passait ici, puis c'est un des affluents du ruisseau de la Grande Prairie. À côté, il passait juste en arrière des pyramides olympiques. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, le stade, quand même. C'est ici en bas les grandes problématiques, là, dont le terrain de Raymond Logistique, qui fait la manchette présentement, ben, c'est dans ce secteur-ci, en bas. On va explorer, vous voyez toutes les zones qui sont vertes, ce sont les milieux naturels qui restent sur le chemin du ruisseau. Puis le ruisseau, présentement, que vous voyez en bleu, il est tel que vu sur les photos aériennes de 1947. Il n'est plus là, il n'est plus présent, pas autant que ça. Puis pourquoi 1947? Ben parce que les photos sont très précises et j'ai redessiné le ruisseau dans Google Earth à partir des photos aériennes que j'ai assemblées. C'est un travail qui a été très long, euh, un travail de moine. Alors, mesdames et messieurs, savez-vous qu'il coule un ruisseau sous les rues Dixon et Lacordaire? C'est juste ici. Il y a certains, je pense, de la société qui connaissent bien le parc du Bois-des-Pères, qui est juste à côté de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Le cruciforme est ici. Alors, oui, effectivement, malheureusement, le ruisseau de la Grande Prairie est devenu un égout sous la rue ici, la rue Dixon. Je vais vous le montrer immédiatement. Voilà, c'est exactement ça que ça a l'air. Sous la rue Dixon, tout près du Bois des Pères, il y a deux affluents qui arrivent, puis c'est vraiment le ruisseau de la Grande Prairie, ça. Je l'ai pris du site Under Montréal et c'était vraiment indiqué là, les deux affluents, dont la coulée Dixon qui arrive ici. Excusez, le, le ruisseau principal, on va dire, là, de la Grande Prairie arrive là, puis il est vraiment sous terre. Cette histoire-là de ruisseau, 3 secondes. Excusez-moi. Cette histoire-là de ruisseau, là, ça peut s'appliquer à pratiquement tous les ruisseaux à Montréal.
En fait, 82% des ruisseaux à Montréal sont devenus des égouts. Alors, c'est l'histoire, malheureusement, du ruisseau de la Grande Prairie qui a été canalisé comme vulgaire égout pendant les années 30 à 60. Parce que vous le savez peut-être, à cette époque-là, on utilisait les cours d'eau comme dépotoirs à ciel ouvert. Ben, là, il y a seulement que des déchets, mais imaginez le pire, là. Les rats, les fanges, tout ça, l'odeur. Fait que rapidement, et les maladies transportées par tout ça, fait que rapidement, la population a demandé à ce qu'on en fasse des égouts, qu'on les creuse encore plus profond. Parce que, puis, en plus, certains ruisseaux étaient remplis de cadavres d'animaux, justement, là, qui étaient des chevaux, tout ça, qui venaient des abattoirs. C'était très problématique. Le ruisseau de la Grande Prairie coulait de la rue du Champ d'Eau à Anjou jusqu'au fleuve sur 9 km. Là, vous allez me dire, c'est où ça, François? La rue du Champ d'Eau, on ne connaît pas ça. Alors, on est juste ici à côté là, de la 40, boulevard des Galeries d'Anjou. Ça veut dire que les Galeries d'Anjou sont juste ici. Puis ça, c'est une des sources du ruisseau, parce que vous le voyez, il y en a plusieurs autres, là, en plus des affluents. Fait que une des sources était justement des terres agricoles remplies d'eau tout le temps. Hein, c'était des anciens marécages qu'on essayait de faire pousser des fruits et des légumes, là, je ne sais pas trop, mais ça ne marchait pas trop. Fait que le nom est resté, par contre, rue du Champ d'Eau, c'est vraiment, ça représente une des sources du ruisseau. Si on descend plus bas, on voit qu'il y a plusieurs autres sources au ruisseau. Il y a plusieurs affluents, dont la coulée d'Exxon, le ruisseau Fleury que je vous ai parlé tantôt, qui se nommait possiblement Morgan. Puis en bas, ici, à côté du fleuve, le ruisseau s'achetait dans... Aujourd'hui, c'est la cale sèche, dans l'anciennement la Vickers. Puis ici, c'est le fameux terrain de Raymond Logistique qui fait la manchette présentement. Avec ses 5 affluents, c'était l'un des bassins versants les plus imposants à Montréal. Les plus imposants, mais peut-être pas le plus gros, mais tout de même, c'est quasiment, on parle quasiment du 1/8 de l'île de Montréal, là. Peut-être un peu plus. Il y a une question déjà? Est-ce qu'il faut des questions au fur et à mesure? Oui, s'il y a quelqu'un qui a une question, allez-y. Oui, ben, c'est moi qui a demandé ça. Mon nom, c'est Suzanne Filtou. Je me demandais, il y a le ruisseau de Montigny au nord qui est encore visible. Est-ce que tout ça, c'est relié? Ben, c'est pas le même bassin versant, évidemment, parce que le ruisseau de Montigny, il coule vers la rivière des Prairies. Mais oui, les deux ruisseaux utilisaient la même source ici, là, rue du Champ d'Eau. Ce champ-là, ce marécage-là était immense. Il a été surnommé plus tard le bassin d'Anjou. Puis effectivement, une des sources du ruisseau de Montigny, c'est aussi le même marécage. Sûrement grâce au travail des castors. Hein? On recule il y a 100 ans, 150 ans. Là, à ce moment-là, il y avait encore des castors. Fait que oui, il y a un lien entre les deux bassins versants. Merci beaucoup. Bien, effectivement, ici, là, si vous regardez au nord du bassin versant, il y a le boisé Jean Milot. Je pense qu'il est quand même assez populaire chez les membres de la société parce qu'il y a beaucoup d'oiseaux, là. Certains savent, le marais Mawson a été exhumé. Hein, on a exhumé une partie du lit du ruisseau qui a été canalisé puis qui a été asséché dans ce coin-là. Alors, ça donne ça. C'est quand même, là, on ne voit pas l'eau, mais il y en a. En fait, ça, c'est au départ, là. Ce qu'on a fait, c'est qu'il y avait une partie du lit du ruisseau qui n'avait pas été complètement nivelée, qui n'avait pas été remblayée. Il y avait énormément de phragmites dedans, de roseaux communs, que tout le monde connaît. Puis il y avait beaucoup de déchets, mais de déchets de type, là, genre des vieux bidons, des vieux restants de lit, des gros morceaux de métal. On a tout arraché ça, puis l'eau est revenue. L'eau est revenue, il y a des sources souterraines qui ramènent l'eau. C'est pas très grand, là, je sais, là, c'est un oiseau assez commun, mais c'est quand même, c'est la femelle du colvert, mais c'est quand même agréable, tu sais, quand même des oiseaux, la faune aviaire est intéressante, il y a des insectes qui sont installés, c'est le fun, même si c'est petit, c'est quand même agréable de ramener l'eau un peu partout à Montréal, puis c'est des beaux projets comme ça. Évidemment, il y a plusieurs milieux naturels là-dedans qui sont privés ou qui appartiennent à des ministères. Et ça, c'est moi avec Roger Latour en 2018. On essayait de sauver 2 de ces boisés-là, puis je dois avouer que c'est pas facile. Hein. Surtout quand c'est privé, c'est quasiment impossible de faire changer d'idée
les propriétaires, vous savez, il y a plein de cas comme ça, c'est pas le seul, là, on n'entend que ça aux nouvelles, surtout sur Facebook, sur les fils d'actualité. On pense un exemple, là, au boisé du chêne blanc, là. Puis c'est la même chose, là, c'est des terrains privés, c'est bien dur de protéger ça. Ici, c'est une autre section du bassin versant, puis c'est mobilisation 6600, qui, eux, ont commencé à faire de la mobilisation dès 2016 pour, entre autres, améliorer leur qualité de vie et protéger les milieux naturels qui étaient en bas de la rue Sherbrooke, près du fleuve. Puis pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce que le projet qu'on leur présentait, c'était de la logistique. Eux voulaient avoir une consultation publique. Puis pour avoir une consultation publique, ça prend 5000 signatures. À ce moment-là, c'était même pas électronique. Ils ont fait ça à la main, porte à porte, puis ils ont ramassé 6600 signatures pour justement qu'on ait un office de consultation publique de Montréal à propos d'Assomption Sud. C'est ça le territoire, en fait, que la ville a nommé. On est tout près du fleuve. Justement, ça, c'est Charles Bergeron du CRE Montréal. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le Conseil régional de l'environnement de Montréal, qui parle avec un membre du MTQ en lui disant qu'il y a-tu moyen d'enlever la boucle autoroutière dans le boisé Steinberg. Voilà. Ça, c'est mon ami Julien Bourbeau. Justement, on proposait des solutions et on a écrit un mémoire ensemble. Il y a aussi Patricia Clermont qui s'est beaucoup impliquée. s'est même impliquée il y a 20 ans à propos du BAP là, de la rue de Notre-Dame. Il y a souvent des gens comme ça qui s'impliquent, ils s'impliquent longtemps, pendant des décennies. Parce qu'il y a tout le temps quelque chose à faire. Puis pour ce qui est des politiciens, mesdames et messieurs, ben, ce que j'ai remarqué, c'est que les politiciens municipaux ont peu de pouvoir par rapport à des projets qui viennent du privé ou qui viennent principalement, si on remonte ici, ça ici, là, ce sont des projets provinciaux et fédéraux. Fait que nos chers élus de Projet Montréal, ou peu importe le parti, au municipal, ils n'ont pas beaucoup de pouvoir, ils ont souvent les mains liées par rapport au projet. La lutte est très difficile. On a beaucoup d'aide de ces politiciens-là, mais ils ne peuvent pas faire grand-chose pour nous aider. On a fait des manifs, évidemment. Pour celle-là, on n'avait pas grand monde. C'est à la pièce. Tu ne peux pas faire une manif pour dire tu sauves toutes les boisés de Montréal. Fait que c'est à la pièce. Puis là, c'était l'hiver, il n'y avait pas beaucoup de monde. Voilà. C'est pas facile de mobiliser les gens, les faire sortir de la maison. Et voilà, qu'est-ce que ça a l'air sur le bord du fleuve là, que je parle tantôt. Là, ça, c'est le fameux terrain de Raymond Logistique. Hein? Je sais que ça a l'air des friches qui sont pauvres, mais je crois que où on est rendu, chaque section qui a le moindrement de nature est importante. Puis c'est ce qu'on a prévu comme bonification. Oui, une question? Est-ce qu'il y a une question? Non, je crois pas. Tout va bien? Oh, oui! Oui? Bon. Alors, je continue. On voit ici le fameux boisé Steinberg, d'ailleurs, qui a fait la manchette il n'y a pas longtemps, avec la prairie humide. On a juste ici à côté le 5600. C'est ce qu'on proposait à cette époque-là, en 2019. C'est ce qu'on a amené à l'Office de consultation publique, d'en faire un parc nature, vous voyez, avant, après, le parc nature du ruisseau de la Grande Prairie, en bonifiant cette grande friche arbustive-là. On continue, c'est comme ça, là, il y a environ 50 pages comme ça dans le mémoire. C'est fou, là, on a refait tout le territoire. Est-ce qu'on peut revoir le ruisseau de la Grande Prairie, hein, faire comme certaines grandes villes, dont cette ville que je ne suis pas capable de nommer à Séoul, mais vous voyez ici, hein, il y a une autoroute, et voilà, on a enlevé l'autoroute. Est-ce qu'on serait capable de faire ça avec le ruisseau de la Grande Prairie? Malheureusement, il faudrait creuser un autre égout à côté, parce qu'il sert vraiment d'égout. C'était pas le cas ici pour cette rivière-là. La rivière était juste capée, en anglais, pour mettre l'autoroute. Puis en plus, ce projet-là, il est intéressant, il est super beau, il est connu internationalement, mais il n'est pas parfait. On y injecte de l'eau d'aqueduc, parce que l'été, il manque d'eau de toute façon. Puis l'eau est, disons, d'une qualité passable. Fait que souvent, on rajoute de l'eau de l'aqueduc pour ce ruisseau-là. Il y a un autre cas qui est très connu à Yonkers, aux États-Unis. Il y avait un gros stationnement.
puis le ruisseau ou la rivière qui était dessous ne servait pas d'égout. Fait qu'on a enlevé le stationnement. Voilà, c'est très joli, c'est très beau. C'est sûr, c'est pas un environnement qui est naturel. Le ruisseau l'est, mais les berges ne sont pas naturelles, mais c'est pas grave. Je suis très jaloux de ça. Alors, on revient à la Super 4 du bassin versant pour bien le comprendre. Avec j'ai pas nommé, c'est vrai, les affluents. On a le ruisseau Sainte-Anne, ici qui est pratiquement dans Saint-Léonard. Il y a le ruisseau de Plaisance, qui est ici aussi. Il y a une partie qui est dans Saint-Léonard, qui s'en va dans Rosemont. Puis ces deux noms-là, c'est moi qui les ai donnés par rapport à des... historiquement, il y avait un lac Sainte-Anne dans ce coin-là. Il y avait la côte de Plaisance dans ce secteur-là. Alors, j'ai donné ça, là, ces noms-là. Les autres, par contre, c'est des vrais noms historiques. Le ruisseau du Pont à l'Avoine, c'est un affluent du ruisseau de la Grande Prairie qui, ici, on est dans la ville Saint-Michel quand même. C'est assez loin. Puis d'ailleurs, il va y avoir un parc ici qui va changer de nom. Il y a un parc qui s'appelait Bel-Air, qui va se nommer le parc du Pont à l'Avoine. C'est très bien. On a la fameuse coulée Dixon juste qui passait dans le Bois des Pères, et le ruisseau Fleury ou Morgan que je vous ai parlé tantôt. Voilà, ça c'est des extraits de mes documentaires. Est-ce qu'on dit, je ne sais pas, je l'ai dit à date, mais je parle autant du ruisseau Molson ou de la Grande Prairie. C'est exactement la même chose, les deux. Ruisseau Molson, c'est le dernier nom officiel du 20e siècle. Si vous sortez des cartes de 1956 de la ville de Montréal, ça va être indiqué ruisseau Molson. Et puis, si par contre vous sortez des cartes de vers 1740 du 18e siècle, ça va être écrit ruisseau de la Grande Prairie. J'adore la face que je me suis choisie ici. C'est extrait de mes documentaires. Mais je sais, grâce à Olivier Moreau, qui est un historien qui a fait un abrégé historique en 1924 à propos de la Longue Pointe. Puis d'ailleurs, M. Moreau faisait partie du club select des 10 avec M. Beaugrand-Champagne, entre autres, puis c'est toute cette gang-là. On est capable de savoir, d'après ses écrits, que là aussi coule un ruisseau. Et ce ruisseau s'appela Ruisseau des Sœurs. Puis il y a des inscriptions en 1763 qui indiquent un ruisseau de la Grande Prairie. Puis il fut aussi appelé, paraît-il, ruisseau des Anges. Et au cours du 19e siècle, ça c'est... c'est ça, c'est 19e siècle. Ruisseau Molson. Bon, ça fait pas mal de noms. Bon, ici, on peut dire fin du 19e, début du 20e siècle. Alors, voici une carte de 1744, justement. Puis on le voit ici, là, regardez, je vais agrandir. Ruisseau de la Grande Prairie. Mais c'est pas la forme, là... c'est pas la forme du ruisseau. Les vieilles cartes comme ça, c'est... regardez ici la rivière des Mille-Îles. On a essayé d'illustrer qu'il y avait beaucoup d'îles. C'est ça, une vieille carte, c'est plus pour essayer de montrer le territoire vaguement. Excusez-moi, je vais prendre une petite gorgée. Pour faire le recensement aussi des vieux noms, j'ai aussi fait un appel à tous sur Internet. J'ai essayé de parler à des gens qui avaient connu le ruisseau de son vivant. Puis là, j'ai récolté vraiment beaucoup de noms. Toutes sortes de noms qui passent de Grease, Grace. J'ai toutes sortes de déformations de noms. Puis, alors, voici la liste de tous les noms. Fait que si vous entendez ça une fois dans votre vie, vous allez savoir qu'on parle du même ruisseau. Alors, on part ici là, vers les années 1700 de la Grande Prairie, des Sœurs, des Anges, Truteau. Truteau, ça, c'est un des propriétaires à l'embouchure du ruisseau. Pareil pour M. Grease. Puis ça, j'ai mis toutes les manières que j'ai vu son nom écrit. Hein. Je ne l'ai pas vu écrit de la même manière. Tout le monde déformait son nom. Puis la grise et la grive sont des déformations de Grease. Voilà, en français. Et le dernier propriétaire du même terrain que Grease et Truteau, ce sont la famille Molson, les frères Molson. Voilà, vers 1850, déjà, il y avait ces terrains-là. Ouais. On continue. Alors voici, en 1910, on commence à le canaliser, mais tranquillement, on creuse la cale sèche du ruisseau pour la Vickers, la fameuse Vickers qui est à côté de la rue Notre-Dame. Ça serait dans ce secteur-ci. La Vickers était environ ici.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, on faisait des pièces, là, justement, de bateaux, de sous-marins, de guerre. Puis c'est vraiment ici qu'on a commencé par creuser les premières canalisations du ruisseau. Ici, on a Vitara. On le voit très bien quand on passe sur Notre-Dame, les fameux silos à grains. Ici, on a le quartier Viauville, puis le fameux terrain de Raymond Le Stick, qui est un grand désert ici, là. Il a détruit toute la végétation qu'il y avait sur son terrain en 2018. Le filet sciant ici, c'est le ruisseau tel que vu en 1947. Il y avait un vestige ici là, du ruisseau, mais M. Charles Raymond, de Raymond Le Stick, l'a enterré, tristement. Et on a un autre quartier ici, Guibault, mais ça reste un environnement très industriel. Comme vous pouvez voir, là, Dixon, tout ça, là, c'est très industriel en ce moment-là. On continue la canalisation rapidement. Là, on est en 1915. Pendant qu'on creuse un autre petit bout là, de canalisation, on découvre un squelette mystérieux. C'est un peu lugubre, ça. On trouve, après 2 semaines d'enquête, on se rend compte que c'était un matelot anglais décédé des suites d'une fièvre noire en 1794. C'est fou, là. Puis il y en a sûrement plusieurs autres qui sont encore là dans le sous-sol, proche de l'embouchure. Ça, on est en 1915 présentement. On continue en 1953. Là, le problème vient de Ville-Saint-Michel, que je vous ai montré tantôt, avec l'affluent du ruisseau du Pont-à-l'Avoine. Eux, ils déversaient directement leur égout, les fanges, leur eau grise dans l'affluent, puis ça s'en allait vers Mercier, Hochelaga, Maisonneuve. Il y avait beaucoup de plaintes, c'était à l'air, tout ça. Puis c'était pas approuvé par la Ville de Montréal. À ce moment-là, c'était 2 cités différentes. Fait que ça a fait ça a fait la manchette à l'époque. C'était le bordel. Il y en a plein d'articles là-dessus. L'affaire du ruisseau Mawson. Qui a autorisé le creusage? Parce qu'en plus, ils l'ont creusé pour que ça coule encore mieux. En 57, on sait que le ruisseau, il est... en fait, pas le ruisseau. Le collecteur du ruisseau est terminé au tiers environ. Puis en 2004, ben, la Ville de Montréal, à cause des fusions, elle essaie d'aller chercher de l'argent en les anciennes municipalités de Anjou et Saint-Léonard qui devaient de l'argent pour la construction du ruisseau. Là, l'égout est terminé, sauf qu'à cause des fusions, justement, la Ville de Montréal se poursuit elle-même, que c'est défenderesse et demanderesse tout à la fois. Un beau gaspillage d'argent, c'est quand même drôle. Alors voilà, pour ce qui est, en gros, là, je vous ai fait ça vite, l'histoire du ruisseau et de sa canalisation qui est immense. Imaginez, là, il y a vraiment beaucoup de tuyaux en dessous ici, là, très grands. Puis il y en a plusieurs dans Rosemont, justement, qui vont chercher les anciens affluents. On va regarder maintenant les milieux naturels au nord de la rue Sherbrooke, hein, les fameux Bois des Pères, les fameux parcs Francesco Cabrini, le parc Félix-Leclerc, je crois qu'il est assez connu, le boisé Jean Milot. Ah, puis il y a seulement ici, là, tout ça appartient à la Ville de Montréal, sauf ici le boisé du village olympique, malheureusement, qui est quand même une belle chênaie. C'est du beau chêne rouge, mais il n'y a qu'une petite partie qui appartient à la Ville de Montréal. Alors, le grand rêve, c'est de relier tout ça, puisque ce sont toutes ou tous des milieux naturels qui appartiennent à la Ville de Montréal, sauf ici. C'est de relier tout ça dans une grande trame verte et bleue de l'Est. Là, c'est un nom générique comme ça que j'ai donné, parce que c'est très à la mode de dire ça. J'ai trouvé un nom très commun, parce que pour certains, la trame verte et bleue de l'Est, ça serait de rassembler le parc Thomas-Chappet avec la promenade Belle-Rive, puis le parc nature du Bois d'Anjou. Mais en tout cas, peu importe le nom, l'idée est de le marteler souvent. Le minimum de cette trame-là, ça serait que virtuellement, au moins par des panneaux, on puisse indiquer aux marcheurs ou aux cyclistes qu'il peut faire tout le trajet, puis explorer tout ça, et expliquer que ici, c'est une ancienne érablière. Ici, ben, c'est une érablière mélangée avec une friche. Ici, c'est des endroits en friche en train de pousser. C'est des environnements qui ont seulement 30 ans. Expliquer quel genre d'espèces de flore qui poussent là. Puis faire le chemin, évidemment, avec le parc Maisonneuve et le jardin botanique. C'est ça la trame verte et bleue. Et le bleu, ben, et voilà, comme vous avez vu au boisé Jean Milot, le marais Mawson. On pourrait le bonifier, le grandir.
ici au parc Francesca Cabrini, ça serait de créer un bassin de rétention. C'est le ruisseau du Pont-à-l'Avoine qui passait là. Alors, il y a beaucoup d'eau, là. Les pelouses de ce parc-là sont toujours pleines d'eau à longueur d'année. Ça serait très facile de créer un bassin de rétention de l'eau pluviale du quartier. On ramène l'eau, voilà. Et la coulée d'Exxon ici dans le Bois des Pères, il y aurait moyen de la ramener aussi. Et le plus facile de tous, ça reste le ruisseau Fleury qui est encore il est visible. Il est visible au printemps. Il y a des fossés dans le parc Maisonneuve. Tout le monde les a vus. Lorsqu'il y a beaucoup d'eau, c'est plein d'eau. Il y a un système là, d'égouts aussi. Mais ça serait d'empêcher qu'ils s'en aillent dans les égouts, puis essayer de faire un genre de circuit fermé, peut-être avec le jardin botanique. Mais ça serait, avec la volonté politique, là, ça serait facile à faire. Et voilà, je ne sais pas si M. Famelard est là. Tout le monde, je crois que pas mal de monde le connaît. Il est membre de la Société de biologie de Montréal. Il écrit des fois des papiers, dont le dernier était, un des derniers était sur le tulipier. M. Famelard, en 86, il a aidé à protéger le Bois des Pères de l'opération 20 000 logements. Ça, c'était M. Drapeau et l'équipe Drapeau-Lamarre qui avaient inventé ce concept-là sur des terrains de la ville, de créer des logements. Il y avait un exode à ce moment-là. C'était surtout, en fait, des logements, c'était des condos qu'on voulait construire. Déjà, en 86. Puis, M. Famelard parlait déjà, en fait, moi, je copie son travail parce qu'il parle le parc des boisés. Puis c'est la même chose. C'est en reliant les uns aux autres une série de bosquets et de boisés. On parle pratiquement de la même chose, pratiquement des mêmes boisés, du même secteur. C'est fou, là. Que j'aurais pu appeler ça le parc des boisés. Mais là, présentement, la mode, c'est les trams. C'est quoi une trame? Une trame verte, une trame bleue, c'est de relier des milieux naturels qui ne sont pas collés, puis leur donner l'importance, puis créer un chemin entre chacun. Merci, M. Famelard, c'est mon inspiration. On va aller voir tout de suite la coulée d'Exxon et le Bois des Pères. Je ne les ferai pas tous, là, mais celui-là, c'est le plus intéressant. C'est vraiment le plus intéressant de tous les boisés, de tous les milieux naturels de cette trame verte et bleue-là. Vous savez peut-être, la région de Montréal et du domaine de l'érablière à Carrier cordiforme. Pour ceux qui ne savent pas, Carrier cordiforme, ce n'est pas une maladie, c'est un arbre. C'est un arbre qui accompagne justement l'érable à sucre. Puis, ça tombe bien, il en reste à Montréal, dans l'Est, grosse flèche, mais il en reste beaucoup dans l'Ouest de ces vestiges d'érablières-là. Mais je vais vous présenter justement une érablière, puisqu'il y a la bonne... Ça va? J'ai entendu... Oui, tout va bien. Justement, on a un vieux sol là, au Bois des Pères. On a de la flore qui est printanière, qui est quand même rare. Quand je dis rare, c'est dans ce secteur-là. Dans l'est de Montréal, des endroits où pousse la sanguinaire, comme ici, ou le treille blanc, ou même l'érythrone, il y en a vraiment, mais vraiment très peu maintenant. Presque tout l'est a été nivelé, saccagé. C'est devenu soit des parcs avec un sol qui n'est pas le sol original. Puis pour ramener ça, ben, il faut les planter. Hein. Mais là, ça semble être d'origine. On a, excusez-moi, Colophyllum. Je m'excuse pour la photo, là, à ce moment-là, je crois que je cherchais l'espèce, mais je suis pas mal certain que c'est Colophile faux pigamon. Puis ici, on a l'uvulaire à grande fleur, qui est quand même, encore une fois, c'est pas si tu vas dans la Nodière, il y en a, là. Mais à Montréal, dans l'Est, il y en a très, très peu d'endroits qui ont cette flore-là. Il y a évidemment de l'hydrophile, un autre classique, là, qui est quand même une fougère facile, la Mateusie, fougère à l'autruche. On s'attend à la retrouver là. Il y a des érables à sucre ici, en premier plan, là, mais ils sont petits. Hein. C'est surtout devenu, avec le temps, une chaîne, des chaînes rouges. C'est ça, les érables à sucre, il y en a des gros, mais vraiment pas beaucoup. Puis ça, c'était pour prouver ma photo n'était pas bien belle, que je suis retourné. Ben là, ça fait un bout que j'ai préparé la conférence, mais c'est vraiment là, les bourgeons de l'érable à sucre, il n'y a aucun doute. Alors, on a surtout des gros chênes rouges. Ça, c'est mon ami Charles Lheureux. On essayait d'estimer l'âge des arbres. Là, Mais plusieurs là-dedans, ils ont 90 ans ou sont même centenaires. On a évidemment beaucoup de carriers cordiformes. C'est super intéressant. C'est vraiment le vestige là, d'un beau
une vieille forêt, là, un petit bout de forêt. On a du charme de Caroline, ça c'est super intéressant. Je trouve que c'est un bon indicateur parce qu'il n'est pas si commun que ça dans l'Est. Par exemple, au Bois des Pères, il y en a quelques-uns, là, je vous dirais, là, il y en a une dizaine. Au parc Francesca Cabrini, j'en ai trouvé seulement que 2 ou 3. Il y en a évidemment qui ont été plantés ici là, au Jardin botanique du Charme de Caroline, qui est un jeune, c'est un arbuste qui pousse pas très vite, hein, son surnom c'est Bois de fer. On ne s'attend pas à ce qu'il soit planté. Il y en a quelques-uns au Parc Maisonneuve. Il y en a au Boisé Thomas Chappé, mais vraiment pas beaucoup. Mais au Parc Nature du Bois d'Anjou, il y en a énormément. Puisque c'est un marécage, il y en a plein, plein, plein du Charme de Caroline. Allez-y, allez voir ça, c'est vraiment impressionnant. Mais mon point était de vous montrer qu'il y en a vraiment peu dans le secteur. Vraiment peu, spontanément. Puis si on va vers l'est, vers la Coulée-Groux, par exemple, il n'y en a pas du tout, là. C'est pas l'environnement pour lui, ça. Il y a de l'ostrier de Virginie, qui est quand même un autre arbre qui pousse pas vite, puis qui est un autre arbre qui porte le surnom de bois de fer. Fait que celui-là là, qui est là, il a peut-être déjà 40 ans, 50 ans. Ça pousse vraiment pas vite. C'est ça. C'est pas un arbre qui est commun. Il y a le hêtre à grandes feuilles qu'on s'attend à voir là. C'est l'arbre qui va dans une érablière. Il y a des beaux cerisiers tardifs. Et d'ailleurs, ça, c'est un beau spécimen là, qui a peut-être ça, 80-90 ans environ. C'est dur à analyser si tu ne fais pas de carottes. Ils sont très hauts hein, au Bois des Pins. Ils ont poussé. C'est ça. C'est typique des arbres qu'on retrouve dans une forêt, entre guillemets. Là. Et du noisetier à long bec. Aussi, c'est très intéressant. Ah, oui, ça, c'est spécial. Il y a de la pruche du Canada. Elle est vraiment petite. Là, c'est à se demander si ça n'aurait pas été planté. Par contre, il y a vraiment un drôle d'endroit, excusez. J'ai contacté le comité écologique du Grand Montréal qui s'est occupé du Bois des Pères pendant près de 10 ans. Puis leur demandé est-ce que c'est vous qui avez planté ça? Puis bon, ils savent pas. Il faut qu'ils retrouvent leur inventaire, puis à ce moment-là, c'est en papier. Ça a été perdu, peut-être. Tristement. Alors, le Bois des Pères, c'est surtout une chênaie rouge centenaire. Très intéressant. Et voici les autres espèces, justement. C'est un des études du Comité écologique du Grand Montréal qui s'est occupé du Bois des Pères. Justement, il parle d'un peuplement forestier centenaire. Les espèces que je ne vous ai pas présentées, c'est l'adiante pédalée, l'ail des bois, mais ça, on va garder ça entre nous, s'il vous plaît, la sarrette du Canada et le lys du Canada. Ah, le noyer cendré. Puis ça, c'est triste parce que le noyer cendré à Montréal, en tout cas dans le secteur, là, dans cette tranche-là de Montréal, ben, ils sont pratiquement tous morts. Il y a une maladie, là, que je ne me souviens plus son nom, mais c'est très triste. Il y a une coulée, comme je vous ai dit, printanière, la coulée Dixon. Au printemps, il y a un peu d'eau. Oui, il y a de l'eau. Et c'est en bas de la pente, on a créé vers 2003 un bassin de rétention tout petit. Puis l'eau, elle descend tranquillement pendant l'été, comme ça. Malheureusement, l'endroit étant très séparé, très petit, il n'y a pas vraiment de flore aquatique ni de faune aquatique qui s'est installée. Ben, c'est trop petit, là. Mais c'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant pour les jeunes, les petits mammifères, tout ça. L'eau est bonne, là. Voici le Bois des Pères vu de haut. Quand je vous dis que c'est petit, ben ça paraît là. C'est un petit endroit juste à côté de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Il n'y a pas de zone tampon. Hein, on le voit là. Malheureusement, c'est ça, les boisés urbains. Il n'y a souvent pas de zone tampon entre, peu importe c'est quoi, les institutions ou ici, là, les tours de condos. Alors, ne serait quand c'est petit comme ça, tu enlèves un arbre, ça fait toute la différence. Tu enlèves un gros chêne là, centenaire, ça ouvre la canopée, puis déjà le nerf brun s'installe, puis tout ça, l'entrisse des bois s'installe tout de suite. Puis ils font pas par esprit, hein, ça qui est le pays, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Je les interpelle à toutes les années. Puis encore une fois, cette année, je suis passé dans les journaux pour dire poliment à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, faites attention, parlez à vos déneigeurs de la problématique que vous devez protéger le boisé. Parce que la neige souillée est souvent pleine de sel de déglaçage. Et souvent, un auto, c'est pas hermétique à 100%. Il y a souvent du Prestone, de l'huile dans la neige, tout ça. Il y a toutes sortes de déchets. Puis ça, c'est très dommageable pour la flore fragile ici. Surtout que l'hôpital est en haut de la pente. Ça veut dire que la neige percole comme ça dans le sous-sol vers le bas de la pente. Puis ça, c'est vraiment pas bon pour la flore qui est là, qui est rare puis qui est fragile.
Fait que la dernière fois, ça faisait 2 ans là, que je ne l'avais pas fait, là, mais de rappeler à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont l'importance de faire attention au boisé qui est à côté de l'hôpital. La Coudley Dixon, est-ce qu'elle renaîtra? Ben, il y a des graves problèmes. Ça, c'est un article de 2007. Puis c'est le bout de ruisseau qui serait le plus dur à ramener. Pourquoi? Parce que ben, les sources dans Rosemont, elles ont toutes été enterrées. Puis la source la plus proche est à 350 mètres dans le fond. Hein? Puis à ce moment-là, l'arrondissement de Rosemont demandait que ça soit pompé avec des panneaux solaires. Fait que, techniquement, ça devenait un peu casse-gueule. Moi, ce que j'ai proposé, c'est de faire comme au Jardin botanique. Et si vous ne le saviez pas, au Jardin botanique, c'est l'eau de l'aqueduc, en grande partie. Justement, j'ai une petite anecdote à propos de Marie-Victorin, quand il a vu le site, justement, du Jardin botanique, avec le ruisseau Morgan, qu'on a renommé plus tard Fleury, il voulait justement faire des jardins d'eau. Et là, je crois que la problématique, c'est que dans Rosemont, on avait enterré les sources du ruisseau, qu'il y a très peu d'eau là, dans le ruisseau, entre guillemets, Fleury ou Morgan. Fait que, bon, ben c'est ça, on a trouvé le truc, c'est de mettre de l'eau de l'aqueduc. Puis, de toute façon, l'eau qui reste du ruisseau, la vraie eau, a une qualité assez passable. Elle sent pas très bon. Fait que c'est ça le truc. C'est de mettre de l'eau de l'aqueduc. Puis, c'est même pas en circuit fermé. Ça part d'un bout, puis ça tombe dans les égouts. Tristement. Mais ils veulent faire un circuit fermé au Jardin botanique. Là. Sachez-le, ils sont conscients de la problématique. Alors voilà le parc du Bois-des-Pères, vu en oblique, avec son petit frère au nord, le parc Francesca Cabrini. Là, je vous montre ça pour vous montrer. Justement, je vous montre que c'est le même territoire. C'est le même territoire, c'est la même marche géologique, c'est la même pente. Que justement ici, les jeunes s'amusent à glisser. C'est très populaire, la glisse ici. C'est exactement la même flore. C'est juste qu'ici, ben, justement, ça a été séparé. C'est plus pauvre un peu. Il y a des sections qu'on va retrouver justement plus de frênes, d'ormes, puis de peupliers, hein, parce que c'est des zones qui avaient été coupées récemment, là, il y a 30 ans. Puis les deux boisés ont partagé les mêmes ruisseaux. Comme je vous ai dit tantôt, le ruisseau du Pont à l'Avoine, puis ici, le ruisseau, la Coulée Dixon, qui s'en allaient tous dans le ruisseau de la Grande Prairie. Pour le parc du Francesca Cabrini, ce qu'on a proposé pour la trame verte et bleue, justement, vous voyez, ces deux beaux bouts de boisés. J'appellerais plus ça une érablière rendu là, c'est plus une chaînée maganée. Mais il y a quand même c'est la même chose qu'au Bois-des-Pères, mais plus éparse. Il y a 1 ou 2 striés de Virginie, il y a quelques charmes de Caroline, il y a beaucoup, beaucoup de chênes. Il y a quelques érables à sucre quand même. C'est impressionnant quand même. Puis même chose, là, les Dialisrobie, c'est la même chose. Là, ça ne peut pas être des arbres qu'on a plantés il y a 50 ans. On ne plantait pas ça là, il y a 50 ans. Des hêtres, des tilleuls d'Amérique, des chênes rouges. C'était pas le style à ce moment-là. Mais c'est possible que ça a été planté, mais je serais bien surpris. Ce qu'on a proposé, c'est de réunir le boisé en haut de la pente pour ne pas nuire aux glisseurs. C'est comme ça de créer un nouvel environnement plus fort, que le boisé soit réuni, redevienne un boisé. Puis regardez ici, on a proposé un bassin de rétention que je vous ai parlé tantôt, parce qu'en bas de la pente, c'est toujours détrempé, que ce soit un bon endroit pour garder l'eau, hein, pour justement créer des nouveaux environnements. Je vous l'ai dit, au parc Francesca Cabrini, il y a quand même pas mal de tilleuls d'Amérique. C'est impressionnant. Ça, c'est mon fils. Il y a de l'érable à sucre, du cerisier tardif, qui sont tout petits, quand même bien, là, ils sont pas très gros. Malheureusement, par contre, le sous-bois est très magané. Il n'y a pratiquement pas de flore là, indigène printanière. Il y a surtout, malheureusement, des espèces exotiques envahissantes, en risque des bois. Et la petite pervers que j'appelle, la petite pervenche, un évadé de jardin. Il y a par contre une très belle colonie de quenouilles qui se maintient, puis qui n'est pas bizarrement envahie de roseaux communs ou de phragmites. Là. Ça, c'est vraiment très bien. C'est à côté de ça qu'on propose de creuser un bassin de rétention. Voici une autre partie du vestige du ruisseau du Pont à l'Avoine, dans le même boisé. Il y a de l'eau, vous voyez, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. On parle plus d'un marais, là, un jeune marais.
Ça, c'est l'autre côté de la rue. Parc Lady Alice Robbie. À cet endroit-là, c'était le ruisseau de Plaisance qui passait, un autre affluent. Puis vous voyez, c'est un environnement de parc normal, là, très montréalais, des grandes pelouses qui servent à rien. Alors, on a proposé justement de renaturaliser des parties, là, comme on fait au Parc Maisonneuve. Tout ça, tu sais, il y a des parties pour pique-niquer, c'est très bien, mais on pourrait même ramener des fossés pour. De toute façon, le parc est toujours détrempé au printemps et ça percole jusque dans la rue Beaubien. Fait que, tu sais, le ruisseau est quand même présent au printemps. Tu sais, c'est un endroit que tu peux pas aller au printemps. Tout le sol est détrempé très longtemps. Voilà pour la trame verte et bleue de l'Est en haut de la rue Sherbrooke. Ah non, c'est vrai, excusez. Il me reste hey, 7h40. Non, non, ça va, ça va. J'en ai pas trop. Après, je suis rendu à 104 sur 151. Tout le monde, ça va? On appelle à tous. Ça semble, Ça personne ne va. répond. Oui, bon. Comment C'est ça super va? intéressant. Oui. Alors, bon, il me reste juste quelques petites choses à vous montrer pour ce qui est de en haut de la rue Sherbrooke. Comme je vous dis, ça, c'est le bout le fun. Ça appartient tout à la ville de Montréal, ou pratiquement. Là, c'est le parc Félix-Leclerc et le boisé Jean-Milot. C'était en 79 le dépotoir Beaubien-Mignot. Alors ici, la zone que vous voyez, là, c'est pratiquement tout le parc Félix-Leclerc. C'est ce qu'on appelait la vallée du ruisseau Monsun. C'était un marécage. Hein? C'était une zone mal drainée. Puis on l'a juste enterré. C'est pour ça qu'on ne s'est pas construit là, au contraire de là ou là. C'était pas construisable, c'était trop mou. Fait qu'on a rempli ça de déchets. Puis des déchets il n'y a pas vraiment de liste qui ont été faites à partir des années 40, 50, 60. Là, on ne sait pas trop ce qui a été mis là. Hein? Alors, c'est un classique, ça, des dépotoirs. Ça. On ne savait pas trop ce qu'on faisait à cette époque-là. Mais pour ce qui est du parc du Boisé Jean-Milot, on voit que c'est déjà en friche. On voit déjà que ça pousse. Sûrement, là, c'est un classique, là, orme, frêne, peuplier. Hein, lorsque tu mets à nu une partie. Puis ici, c'est surtout des matériaux secs, des matériaux de construction qui ont été enterrés, puis souvent directement dompés d'en haut de la pente. Il y a des parties de la pente qui n'est pas vraie, qui est fausse, parce que c'est des morceaux de trottoir, puis tout ça. Si vous y allez, vous allez remarquer. C'est pas très grave, en fait. C'est comme des ruines pour moi. Tu sais, puis de toute façon, la nature reprend ses droits assez facilement. Fait que, imaginez-vous qu'en 94, pour ce qui est du parc Boisé Jean-Milot, qui n'existait pas encore, qui était une friche, excusez-moi, on voulait y construire le Long Point Chrysler. Et M. Pratt était d'accord avec ça. Je ne sais pas si vous connaissez, je pense qu'il est rendu, peu importe là, le poste qu'il y a maintenant, il était d'accord avec ça, que c'est une autre époque. Hein? On disait à ce moment-là que c'était mieux de payer des taxes à la ville que de conserver des milieux naturels. Puis il termine en disant de toutes les passions, la peur est celle qui affaiblit le plus le jugement. Ah, Monsieur Pratt. Parce qu'avec des mentalités comme ça, qu'il faut que ça soit payant, toute la ville, en fait, serait asphaltée. Il n'y aurait plus d'endroits de milieu naturel. Ça n'en prend pour notre santé mentale et notre santé physique. Et heureusement, ces mentalités-là s'en vont, mais ils sont encore très présentes. Très présentes. Ah oui. Ça, le boisé Jean-Milot, il a été sauvé grâce au comité de surveillance Louis Riel. C'est un nom qui est un peu épeurant, mais c'est un nom qui a 56 ans. C'est pour ça qu'il y a le mot surveillance. Puis, c'est ça, bravo au comité de surveillance. Ils ont fait un très bon travail politique à ce moment-là de mobilisation pour sauver le boisé Jean-Milot du projet de Long Point Chrysler. C'est ça, encore la même slide pour vous montrer. Ah oui, ici, là. Entre le parc Francesca Cabrini, il y a la rue Beaubien, pour se rendre, pour que ça soit agréable entre ici et le parc Félix-Leclerc. Il y a cette merveilleuse rue commerciale qui n'est pas très belle, la rue Beaubien, qui est faite à l'ancienne avec des stationnements devant, tout ça. Il y a un projet pilote qui va se mettre en branle bientôt de désasphaltage de l'emprise municipale. Tu sais, la ville a tout le temps 2-3 mètres en avant de nos maisons, de nos duplex, là. Ben là, ça serait que la ville reprenne ses droits. Puis, ben là, j'ai peut-être été fort, là, mais pour nous cacher toute cette laideur, de remplir ça d'arbres. Mais là, il y en a beaucoup trop, là, je m'excuse, c'est un exemple. Hein. Mais c'est un projet qui s'en vient, qui est dans l'air du temps. Ça va peut-être pas se faire l'année prochaine, mais je l'ai entendu parler par des employés de la Sauverdi, entre autres. Mais l'autre solution, ça, c'est justement, c'est un nouveau projet. Boulevard Papineau, c'est ça. À côté du Frédéric Bach,
C'est une enfilade, le nouveau parc, là, Frédéric Bach, l'enfilade de bassins végétalisés en bordure de l'avenue Papineau, exactement, à Montréal. Ça, c'est un très beau projet. Non seulement les piétons sont séparés, au contraire de Beaubien ici, là, les piétons sont vraiment à côté du trafic, puis on le sait, des rues commerciales comme ça, les autos vont très vite. On est séparés, on est comme en sécurité, puis il y a ces belles... Le vrai nom, c'est Noue, N-O-U-E, végétalisé, pour récupérer l'eau pluviale. Ça, c'est merveilleux. Il paraît que c'est ultra performant. Ceux-là, il va y avoir des rapports qui vont sortir bientôt. C'est tellement performant que ce sont des éponges, puis ils conservent pratiquement à 95% l'eau qui tombe là. Fait que c'est très, très performant. C'est génial, en fait. Un très beau projet à répliquer dans la ville. Voilà, c'est d'autres types de noues. Hein, vous le voyez ici, comment ça se dit. Des noues végétalisées. C'est ça, dans le fond, c'est juste un endroit qui est végétalisé, qui récupère très bien, comme des éponges, l'eau pluviale, au lieu de l'envoyer dans les égouts, pour économiser nos égouts. Et le concept, là, vraiment, là, qui serait vraiment bien fait, là. Puis là, je parle, admettons, pour l'écoparc industriel de la Grande Prairie, qui va se concevoir près du fleuve, avec le prolongement du boulevard de l'Assomption. Il va y avoir des grosses entreprises qui vont s'installer là. Fait que le concept là, ultime, c'est de récupérer l'eau des grands toits de l'industrie, mais pas les envoyer dans les égouts. Les envoyer dans un système qui est dessous le boulevard de l'Assomption. Et là, c'est un exemple. On peut répliquer ça ailleurs. Dans les noues, justement, dans les noues végétalisées. Et il faut absolument les envoyer dans des bassins de sédimentation, par contre, parce que l'eau n'est pas très propre. Puis ça se fait déjà pour ce qui est du ruisseau de Montigny. Il y a déjà des bassins de rétention, de sédimentation, avant de se jeter dans la rivière, dans la rivière des Prairies. Bassin de filtration, un autre, celui-là, il n'est peut-être pas nécessaire, mais l'eau sera encore plus belle, puis on pourrait jeter l'eau pluviale dans le fleuve. Et le voilà, le nouveau ruisseau de Montigny. Excusez-moi. Et le voilà, le nouveau ruisseau de la Grande Prairie. C'est sous cette forme-là qu'on pourrait le ramener. Mais moi, je trouve ça super intéressant, puis ça amène quand même l'eau un nouveau niveau, tu sais, puis là, ça va attirer une faune aviaire super intéressante, puis des mammifères sûrement. Écoutez, puis une flore intéressante aussi, qu'on n'a pas présentement. Là. Alors là, on va aller en bas de la rue Sherbrooke. Puis il m'en reste pas tant que ça parce qu'il n'y a pas tant de choses à dire. Vous allez voir, c'est catastrophique. Puis je termine là-dessus. Excusez-moi. Alors, il y a un lien qui est possible ici avec un petit boisé que j'ai nommé Beniana. Alors, voici tous les milieux naturels en bas de la rue Sherbrooke. Puis en bas ici, ça serait le fleuve Saint-Laurent. Oui, je sais, les noms, c'est des noms que moi j'ai donnés. C'est comme des. C'était pas nommé à l'époque, là, en 2013, que moi j'ai donné ça comme nom à cause qu'il y a un restaurant japonais, Beniana, à côté. Je croyais que tout le monde saurait c'est quoi, mais on m'a dit, tes noms sont pas beaux, François. Je sais, je sais. C'est des noms de code, dans le fond, pour se retrouver, parce que pour apprécier un endroit, c'est pareil comme quand tu apprends la flore. Quand tu connais le nom, on dirait que tu es capable de l'approprier. Mais c'est la même chose pour les boisés. J'ai martelé pendant des années les mêmes noms, puis aujourd'hui, ils font la manchette. On en parle correctement dans les journaux, comme Boisé Steinberg. Alors, c'est pour ça que j'ai nommé le tout, pour au moins qu'on ait les mêmes noms de code. Qu'est-ce qui va arriver dans les 5 à 10 prochaines années, mesdames et messieurs, au sud de la rue Sherbrooke? Tada! Les deux boisés au nord disparaissent pour des tours à condos, des énormes tours de 12 étages. Oui, il y a des parcs qui sont prévus. Moi, je pousse vraiment beaucoup. C'est 10% du territoire qui va être en parc. Mais sur les plans, c'est des parcs linéaires avec des arbres, des arbres plantés droits. C'est assez pauvre côté écologique. Là. Que moi, je pousse vraiment pour au moins de conserver un petit bout de boisé. Il y a une belle tilleraie ici. Il y a des tilleuls d'Amérique. Très intéressant. Il y a même des ritrones ici. Là. Il y a quand même des bouts, là, des petits vestiges vraiment intéressants dans ces petits boisés-là. Ensuite, le boisé Steinberg, qui fait la manchette avec sa prairie humide, ben, c'est Hydro-Québec qui va aller là. Et ce que je vous parlais du prolongement du pouvoir de l'Assomption, que ce serait le fun de ramener le ruisseau juste à côté, avec tout ce que je vous ai parlé de nous, l'industrie qui va s'installer, de récupérer l'eau. C'est là, c'est ce secteur-là. Hydro-Québec, écoutez, ça fait depuis 2015 qu'on connaît le projet, qu'on leur dit d'aller ailleurs. C'est bien dit. Parce que le terrain, ça appartient au ministère des Transports du Québec.
Puis ça ne leur coûte rien d'aller là. C'est vraiment, ça leur coûte une pièce. Au contraire des terrains, mettons, l'autre côté de la rue, c'est 6 millions de dollars, au moins. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, la friche de la Montreal Locomotive Works. Ça, j'en parle pas beaucoup parce que le sol est vraiment toxique. Ça, c'est vrai, par exemple. Ça serait très difficile de récupérer cette friche-là, qui est très belle, mais je veux dire, c'est vraiment un sol toxique. Là, c'est la STM qui va aller là. Il va y avoir un garage, là. Garage de la STM. Ah, Raymond Logistique qui fait la manchette présentement. Bon, ça, c'est ce grand terrain ici qui est devenu désertique avec le temps, que c'est que de la terre. Lui, dans le fond, Raymond Logistique, là, c'est une extension du port de Montréal. OK? C'est comme un projet fédéral. Puis lui, Raymond Logistique, il est à la fois client du CN et fournisseur. Même chose pour le port de Montréal. Il y a du transportement de containers. Il est à la fois client et fournisseur du port de Montréal. Fait que ça devient comme une bulle fédérale ici. Que la friche ferroviaire ici, qui est très belle d'ailleurs, ici, là, c'est une friche de bouleau gris. Il y en a plein, puis ils poussent excessivement vite. En tout cas, il adore cet endroit-là. Il y a beaucoup de bouleau gris. Ben, ça va sûrement redevenir, faut pas rêver, on peut pas tout garder. Ça va redevenir propre et ça va desservir Raymond Logistique. Qu'est-ce qui reste? Le REM. Alors, vous l'avez vu, il reste des reliquats de boisés ici sur le bord de Notre-Dame. Le petit boisé Grace Dart à côté de l'institution, le centre de soins prolongés Grace Dart. Alors, à cause du REM, entre autres, ça va tout disparaître. Alors, ce que vous voyez là, mesdames et messieurs, c'est drôle parce qu'à nous, les citoyens, on nous demande de moins consommer, de consommer mieux, de prendre les transports en commun, justement parce qu'on gaspille beaucoup, puis on produit beaucoup d'énergie. Mais là, vous voyez là, ce que les privés puis les institutions ils nous préparent comme plan. Personne ne s'est parlé là-dedans. Personne ne s'est parlé là-dedans, puis ils saccagent complètement les milieux naturels de l'Est de Montréal. C'est très triste. C'est très, très triste. Puis pour remplacer tout ça, j'ai calculé en gros, là, c'est 1000 arbres qu'il va falloir planter. Et c'est seulement d'ici 40 ans qu'ils vont offrir les mêmes services écologiques, c'est-à-dire régulation de la température, des îlots de chaleur. Puis c'est dans 40 ans qu'ils vont capter le même nombre de CO2, parce que là, c'est pratiquement toutes des friches de 40 ans. Il y a la purification de l'air et l'absorption de l'eau pluviale, qui est très important. Très important. C'est ça, en fait, qu'on se bat. On se bat contre cette mentalité-là des années 50. On ne comprend pas qu'encore aujourd'hui, malgré l'Office de consultation publique, on en arrive à ça, ce plan-là. Ben, sinon, on va descendre tout de suite. Le dernier boisé que je veux vous présenter, je vais prendre une petite gorgée. Rapidement, c'est complètement un autre style de boisé, justement, puis il représente tout ce qui est en bas de la rue Sherbrooke. C'est des jeunes boisés, là. C'est le boisé Steinberg, puis ici, on a effectivement, il y a beaucoup dans MHM, à certaines époques, des dindons sauvages. C'est très drôle. Ça peut être... c'est gros, hein? C'est gros, un dindon sauvage. Ben ça, il y en a, même au mois de mars, des fois dans les arbres. Ça peut aller dans un arbre, un dindon sauvage. C'est assez drôle à voir. Alors, en 1980, c'est le territoire du boisé Steinberg. Effectivement, c'est une entreprise qui était là, puis c'est tout asphalté. C'est fou, là. À côté, c'est Atlas Asbestos. Ah, d'ailleurs, Steinberg, dans le quartier, avait beaucoup de bâtiments. Il y a les fruits et légumes qui ont été détruits, là, qui avaient été rachetés par Métro, qui vient juste d'être détruit. L'autre côté, ici, là, c'était la boulangerie. Excusez. En 93, c'est le même terrain que je vous ai montré, là. Il y a eu un énorme feu dans l'entrepôt et l'administration en 92. Tellement un gros feu que la bâtisse, elle a même croché. C'est des bâtisses commerciales faites principalement en métal. Puis ça l'a croché. Fait qu'on a tout nettoyé ça. Puis à partir de 93, le printemps 93, la friche peut commencer à pousser. C'est une mise à nu, un nivellement, mais ça se met à pousser. Ah ouais, à côté, Atlas Asbestos a fait faillite puis devient le complexe, le 5600. Voilà ce que ça a l'air aujourd'hui. Avant, après. J'appelle ça le boisé Steinberg, mais en fait, c'est une grande friche arbustive avec des zones, je dirais, une prairie humide. Il y a quand même deux endroits là, que c'est des petits boisés, là, à partir de 93. C'est très jeune. Puis qu'est-ce que j'essaie d'illustrer ici? C'est le ruisseau de la Grande Prairie.
Mais écoutez, j'ai redessiné ça à partir d'une photo de 1930. Pour ce bout-là, c'était pas évident. Ma marge d'erreur est grande d'après moi. C'est plus ou moins. Puis, il ne faut pas oublier que c'était des méandres rendus à cet endroit-là parce que le sol était quand même assez plat. Puis à ce moment-là, les ruisseaux se mettent à tourner sur eux-mêmes. Excusez, un ruisseau, c'est jamais fixe dans le temps. Ça se déplace. Hein, surtout quand c'est en méandre comme ça, tout dépendant des obstacles. Fait que, pour dire que le sous-sol, une partie du sous-sol du bois de Steinberg est encore humide aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a là? Ben là, c'est les classiques des classiques de ce genre de boisé-là. Ils sont presque tous là, les peupliers. Hein, on s'attend à voir du peuplier deltoïde, peuplier faux-tremble. Il y a quand même quelques peupliers à grandes dents, pas beaucoup. Quelques peupliers baumiers. Et du peuplier blanc, qui lui, c'est un introduit. Mais ça, c'est plus proche du boisé Vimont. Je l'ai ajouté là, mais il suit la friche ferroviaire tranquillement, puis il remonte. Il y a des jeunes pousses qui s'en viennent, là. C'est un introduit qui colonise. On a bizarrement, oui, un peuplier noir. C'est très surprenant, ça. Il aurait été possiblement planté. C'est pas supposé pousser au Québec, mais pas de cette façon-là, pas de façon spontanée. Puis où c'est des racines qui viendraient de remblai. Ça se peut aussi. C'est à confirmer, ça, hein, cette identification-là, mais c'est vraiment la forme fastigiée, je crois qu'on dit. Et les feuilles, c'est vraiment peuplier noir, là. On a évidemment plein de saules, mais là, les saules, c'est à se perdre. C'est à se perdre, que je vous mets les plus faciles à reconnaître. Le saule fragile, évidemment, les saules blancs, puis là, on a des variétés même horticoles, on a plein d'évadés de jardin, et le salix intérieur. Ouais. Mais ça, il y en a plein d'autres, là. J'avoue que c'est difficile, les saules. On a bizarrement, ben, c'est pas bizarre, mais c'est un autre arbre introduit, le robinier faux acacia. Puis ça, il y en a beaucoup. Avec le suivant, l'homme d'Amérique, c'est eux qui forment la principale des petits boisés que vous avez vus. C'est pas mal homme d'Amérique, robinier faux acacia. Ah oui, puis érable agigaire, hein, Acer negundo. Mais l'homme d'Amérique, par contre, c'est vrai qu'il est attaqué la plupart du temps par la maladie hollandaise de l'homme, mais absolument, il est capable de se reproduire avant de mourir. Fait que il y a quand même un cycle d'une trentaine, quarantaine d'années. Puis moi, je suis content de le voir quand même. C'est un bon colonisateur. Puis il fait sa job pendant 30, 40 ans. Après, il meurt, mais il y a quand même ses rejetons qui sont pas loin. C'est intéressant. On a le classique. Je sais, c'est très commun, mais moi, j'adore cette flore-là, le sumac vinaigré, parce que ça a une résilience hallucinante. Absolument, quand il y en a un qui s'installe, les autres autour, ce sont des clones. Ça se multiplie par dragon dans le sol. Puis justement, par ce système racinaire-là puissant, il y a des endroits justement qui ont passé le bulldozer dans les boisés. Un mois plus tard, ça poussait, là. Puis c'était vigoureux, là. Il y a une résilience hallucinante de ces arbustes-là. Ils colonisent aussi très bien un endroit fraîchement là, nivelé. Puis, ben ouais, je l'adore. On a une très belle prairie humide avec beaucoup, par contre, de roseaux communs, la phragmite. En arrière-plan, c'est le fameux incinérateur Dixon qui est abandonné. Puis regardez, là, ici, c'est très beau, là. En tout cas, c'est un paysage là, d'automne, ça, ou de printemps, non, de printemps. Avec le hart rouge, je trouve ça une beauté inouïe. Je suis un grand amoureux des friches comme ça. Et cette prairie humide-là est quand même répertoriée par Canard illimité et le ministère de l'Environnement et lutte contre les changements climatiques. Quand même, c'est une bonne nouvelle. C'est ce qui fait qu'il nous donne comme une poigne pour conserver le boisé Steinberg. C'est le gouvernement même, là, déjà répertorié et classifié. C'est quand même, c'est très bien pour nous. Alors, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Ah, ben, ce qui reste, c'est le peu qui reste. L'étang de la friche du Beau. Ça, on m'a dit que possiblement, ça pourrait être sauvé. C'est effectivement une petite friche qui a une colonie de grenouilles léopards. C'est très étonnant que ça soit là dans un quartier industriel comme ça. Mais j'ai parlé à des anciens employés de la Montreal Locomotive Works, qui était l'usine qui était ici, là. Ils me disaient qu'il y avait des parties là, extérieures de l'usine pour entreposer des choses à l'extérieur. C'était très marécageux. Puis ils entendaient déjà dans les années 90, ils entendaient des grenouilles. Ils ne savaient pas lesquelles, là. Puis il y a même des couleuvres qu'on m'a dit. Mais on ne peut pas me dire si c'était des couleuvres brunes ou des couleuvres rayées. C'est les deux espèces qu'il y a le plus à Montréal. Mais d'après nous, d'après plusieurs, c'est la colonie qui était ici
qui s'est déplacé. Puis il y a quand même des petits marais ici, là. L'eau est persistante tout l'été pour avoir une belle colonie de grenouilles léopards. Malheureusement, la grenouille léopard n'est pas protégée au Québec. Elle est protégée dans l'Ouest canadien, mais pas au Québec. Qu'est-ce qu'on a? Là, vraiment, c'est mes superstars, puis je suis proche de la conclusion. Je parle pas beaucoup de faune, désolé, c'est pas ma spécialité. Mais on a quand même facile à observer la chouette rayée, et ça partout sur le territoire. Et là, comme je vous dis, c'est mes grandes vedettes. Facile à voir. Le renard roux, évidemment. La grenouille léopard, que je vous ai parlé. La couleuvre rayée, ça, on en a trouvé, ça. On a passé un été au Boisé-Steinberg à mettre des petites tuiles là, de toile usagées, puis à revirer ça, puis on en a trouvé. On en a trouvé. On voulait de la couleuvre brune, évidemment, qui est protégée, mais on n'en a pas. Mais c'est quand même une bonne nouvelle. Il y a l'épervier de Cooper qu'on voit, bien ça, de toute façon, on le voit un peu partout à Montréal, mais quand même, on est content de le voir. Il y a, il y a les drôles de dindons sauvages, surtout au Boisé-Steinberg, et les bernaches du Canada, mais eux, ça recherche plus les pelouses et l'eau, là, les bernaches. Là. Fait que ça, il y en aurait proche du pavillon Rosemont, là, l'ancien pavillon Saint-Joseph. Sur le boulevard Rosemont, en arrière, il y a un grand fossé qui est en fait un restant de ruisseau, un petit affluent de la coulée d'Exxon. Puis là, il y en a souvent, là. Il y en a souvent. Et voilà, Raymond Logistique, je termine là-dessus, la problématique de ce grand terrain qui, anciennement, en 2018, c'est en 2018 que Charles Raymond a coupé toute la végétation sur son terrain avec l'approbation du ministère de l'Environnement parce qu'il paraîtrait que le sous-sol était toxique. Mais ça poussait très bien, là. C'était des peupliers deltoïdes à grandeur. C'était fou, là. C'est un arbre qui a une résilience hallucinante. Bon, c'est ça, c'est très triste comme situation. Ici, on veut faire, ça dit, du transbordement dans Hochelaga, puis c'est 100 wagons par jour, ça va être des camions pour finir, les habitations sont juste ici, c'est une grosse problématique. Alors, il y a une mobilisation qui existe déjà depuis quoi, 2015, justement, qui mettent des pressions, mobilisation 6600, et là, ils ont rajouté Parc Nature MHM. Puis là, du 31 mai au 6 juin, ils vont faire des conférences, des visites guidées, des manifs, jardinage collectif. C'est ça, les enfants. Les enfants, ils adorent jouer dans ces friches-là. Là. Ça leur fait des jeux hallucinants. Moi, je trouve ça beau. Là. On a planté un moment donné à l'automne au Boisé-Steinberg, puis il y avait beaucoup de boîtes. Puis les enfants étaient tout seuls, mais ils étaient contents de jouer là-dedans. Les parents aussi. Hein? Là, on a tous ramené des enfants tout seuls, mais c'est pas grave. Ils ont bien dormi. Et voilà, Viauville dit non à Raymond. C'est la dernière manif en jeu, la dernière manif, le dernier enjeu important de Montréal. C'est de conserver le plus de milieux naturels autour de ce terrain-là et d'empêcher que cette extension du port-là devienne... qu'il voit le jour, tout simplement. Là. Je ne sais pas comment on va faire, mais c'est ça l'enjeu présentement. C'est très triste ce qui arrive, en fait. C'est très dur, très dur. Et voilà, j'ai fait le tour j'ai fait le tour. On peut passer aux questions. Je vais enlever le share. Je vous remercie. Hein, j'ai quand même respecté mon temps. Ça va de l'air long, Oui, mais je c'est pense bon. que j'ai tenu un bon rythme. Oui, un conférencier professionnel. Ben, merci beaucoup, François. Moi, je suis vraiment vendu à ce genre de projet-là. Je trouve ça vraiment intéressant. C'est un bel exemple d'action citoyenne. Puis ça fait ressortir aussi l'importance de la biodiversité en ville. On oublie Oui, souvent que la ville, dans les villes, la nature elle peut être résiliente puis reprendre sa place. Puis aussi, c'est un bel exemple qu'on peut faire de la botanique, qu'on peut faire de l'ornithologie, d'entomologie dans ces milieux-là. Puis que ça laisse des espaces à la nature. Donc, moi, je suis vraiment vendu. Puis j'ai beaucoup apprécié ta conférence parce que ça faisait ressortir toute l'importance des plantes qu'on oublie. Hein. On pense qu'il y a juste des arbres plantés à Montréal, mais il y a des arbres indigènes, il y a des espèces rares aussi. Fait que je suis vraiment, vraiment content que tu aies accepté de présenter cette conférence-là. Puis, peut-être dans les questions que je pourrais poser, c'est comment on peut aider à faire avancer ces projets-là? ah ben, ça, c'est une très bonne question. En fait, ils ont sûrement besoin de gens justement pour dire que c'est important
Notre plus grosse problématique avec le Creux Montréal, c'est que les boisés qui sont en bas de Sherbrooke, comme tu as vu, sont très récents. Puis pour ce qui est d'un biologiste professionnel qui va faire un inventaire, ça n'a pas beaucoup de poids. Tu sais, que ça soit une freinée, on le sait, les frênes vont tous mourir, une ormée ou un mélange avec des peupliers. En fait, la plupart du temps, c'est ça, là. Puis en plus, il y a de la flore qui est exotique, qui s'insère. On appelle ça de la flore hyper adaptée. Puis c'est en train de devenir un standard d'un boisé urbain, là, c'est ça qui pousse bien, qu'est-ce que tu veux. Bon, en fait, c'est de me faire des pressions, puis je pense que c'est les biologistes qui peuvent faire ça. C'est de changer tranquillement les perceptions que cette flore hyper adaptée-là, c'est correct, c'est sain. Dans le fond, l'homme pourrait aller trier dedans, enlever le nerf brun, mais de changer les mentalités qu'on a. C'est pas juste les érablières à carrier qu'il faut conserver ou les belles chaînets de chêne blanc. Il faut aussi il faut tout conserver, en fait. Je pense que c'est là que la biologie peut nous aider, changer les standards, changer les lois, parce que présentement, dans la loi, c'est que les choses rares qui se doivent d'être conservées. Puis là, on est rendu, je crois, humblement, à sauver l'ordinaire. Tu sais. Puis ce que je montrais comme la dernière flore que j'apprécie énormément, qui a beaucoup de résilience, que ce soit des sumacs vinaigriers, peupliers deltoïdes, peupliers fautantes, bien, moi, on dit, ils sont hot parce qu'ils colonisent vraiment rapidement. Ils font leur travail vraiment très vite. Puis ensuite, évidemment, l'homme pourrait venir planter, comme on fait au boisé Jean-Milo, d'autres espèces, là, du chêne, rajouter par-dessus ce sol-là qui s'enrichit les espèces là, plus fragiles qui demandent des sols qui demandent plus d'humidité puis plus de richesse. Hein. Ouais. Ben, c'est un classique en fait, mais je crois qu'il faut en parler. Puis le truc avec la politique, la mobilisation, c'est de marteler tout le temps le même message. Puis à un moment donné, ça rentre. Faire ressortir aussi la question des services écosystémiques aussi. Ça, c'est vraiment important. Oui, ça peut ralentir les inondations, ça peut rafraîchir l'air, tout ça. Donc, je pense que ça, c'est un bon outil. Parce qu'il y a le professeur Alain Paquette qui travaille beaucoup sur ce genre de problématiques-là. Puis son cheval de bataille, c'est effectivement les services écosystémiques. Puis, ce sera peut-être quelqu'un avec qui vous pourriez parler éventuellement, parce que lui, il travaille beaucoup comme au Boisy-Papineau, des choses comme ça, à Laval. Mais je pense qu'il y a dans son groupe de recherche ces genres de projets qui l'intéressent beaucoup. On pourrait passer aux questions. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, des commentaires au sujet de la conférence de ce soir? Je vous invite à ouvrir vos micros. On peut faire un petit échange. Oui, je veux juste dire un gros, gros merci parce que j'ai appris plein de choses intéressantes, particulièrement la nature dans l'Est de Montréal, parce que oui, il y a beaucoup de parcs dans l'Ouest. On a toujours l'impression que c'est tout dans l'Ouest, mais alors qu'il y a des choses dans l'Est. Et puis, c'est très bien documenté. J'ai appris plein de choses. Wow! Merci. Merci beaucoup. D'ailleurs, je pourrais rajouter que j'ai commencé ça en 2012-2013 parce que justement, personne n'en parlait. Ben, très peu de gens en fait, pas personne, là, mais surtout du ruisseau de la Grande Prairie ou Mawson à l'époque. Là. Moi, je cherchais des maîtrises ou sur le sujet d'étudiants. Ça n'existait pas. Il dit, bon, ben François, il va falloir que tu le crées. Parce que pour mettre l'importance, justement, du territoire, il faut en parler, le vulgariser, le cataloguer, faire des inventaires, tout ça, vous savez, hein, c'est ça, la biologie. Tout est relié à la biologie. Hein. Merci. S'il y a d'autres questions? Oui, ben, en fait, on a une de nos membres, Liliane Tessier, qui est pas mal botaniste. Je ne sais pas si, Liliane, tu es encore là. Est-ce que tu aurais des commentaires à faire sur ce que tu as vu au niveau de la végétation? Puis, qu'est-ce que ça te dit? C'est sûr qu'elle est encore là. Sinon, les gens qui fréquentent ces boisés-là, en termes d'ornithologie, qu'est-ce que ça vous dit? Béatrice ou Huguette? Moi, je suis déjà allée au boisé des Pères. L'an passé, il y avait les perdrix de Cooper qui nichaient. Cette année, je ne sais pas vraiment si on niche. C'est intéressant, mais c'est quand même étroit. Hein? Il n'y a pas beaucoup c'est pas grand en superficie. Tu as totalement raison. Je sais que c'est tout petit, mais je crois que ça vaut quand même la peine de rappeler tout le temps que ça doit être conservé. Là. C'est quand même un vestige de la forêt. Puis, mais ça va être dur c'est dur à conserver à cause justement de l'hôpital. Puis c'est même pas. C'est même
Ils sont de bonne foi, en plus. Hein? Ils ne veulent pas le détruire, mais l'humain, quand il n'y a pas de zone tampon comme ça, c'est très difficile la cohabitation. Et c'est pourquoi je me suis aussi investi dans la conservation du golfe métropolitain d'Anjou. Tu sais, il y a un parc nature là, qui est superbe. Ben, en fait, c'est ça, là, en conservant une zone du golfe, ça crée une zone tampon entre l'industrie qui veut s'installer. Parce que dans les plans de M. Miranda, c'est que l'industrie s'installe à côté du parc nature. Puis là, ben, automatiquement, tu détruis. Mais la mairesse Valérie Plante, elle n'avait pas lancé un projet d'un super parc vert en Anjou il y a quelques années. Oui. Mais là, ils veulent faire un Costco. Ils veulent prendre une partie de ça pour faire un Costco. Oui, mais ça, c'est parce que l'administration, dans le temps de M. Ferrandez, ils l'ont échappé. Mais pas M. Ferrandez, mais ses fonctionnaires. Ils ont échappé. Ils n'avaient pas vu que la famille Di Lillo, hein, qui est propriétaire du terrain. Habituellement, c'est les villes qui sont propriétaires des golfs. Mais celui-là, il est privé. Il appartient à une famille qui se nomme Di Lillo. Puis il y avait un droit, là, j'espère que je vais bien dire, de présomption. En tout cas, tant qu'ils restent propriétaires du terrain de certaines zones, ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent. Puis cette zone-là qui ont. En fait, le Costco, là, ils vont louer l'endroit. C'est la famille Dililo qui reste propriétaire du dessous, là, puis ils vont louer tout le reste. Fait que oui, malheureusement, dans les papiers notariés, ils avaient le droit de faire ça, puis ils l'ont pris. C'est pour ça que tout le monde a été pris de court. Puis le CRE l'a vu, je pense, en 2017, cette faille-là, mais il était déjà trop tard. Ça fait longtemps que ça se parle, cette histoire-là. Ouais. Voilà. Moi, je vais quelquefois au parc Jean-Milot et j'aime beaucoup. Je me suis aperçue qu'avec les années, ça s'est beaucoup amélioré. Les premières fois que j'y allais, c'était vraiment la friche. Mais là, maintenant, c'est beaucoup mieux. Oui. Et pour la faune aussi, il y a des oiseaux assez intéressants. Mais il faut y aller souvent. Oui. C'est une chose que j'ai oublié de mentionner. Le comité de surveillance Louriel accélère le processus naturel en plantant justement d'autres espèces. Puis c'est ça qui fait que la friche est en train de devenir tranquillement un beau boisé. En même temps, ils sont obligés de gérer beaucoup de nerfs bruns. Là, dernièrement, ils ont arraché comme 600 nerfs bruns. C'est beaucoup de travail. Il y en a qui étaient très gros. Ça, vous savez, hein, c'est quoi le phénomène? Quelqu'un ici peut-il me dire le phénomène biologique? Le nerf brun envoie des toxines dans le sol par les racines pour détruire les autres autour. C'est ça son principal défaut. Quel est ce phénomène? Hein? C'est une colle, je suis sûr que personne ne le sait. Mais que tout le monde est au courant du phénomène, je crois. C'est la compétition. C'est l'outil qu'a la plante pour compétitionner d'autres plantes. Oui. Mais c'est parce que je ne me souviens plus du nom de la toxine puis tout ça, là, le phénomène. Là. Ah, ça, j'ai un blanc, mais je connais le nom parce que j'ai fait beaucoup de nerfs bruns sur le Mont-Royal. OK. C'est déjà su, puis... Oui. En plus, c'est un petit arbuste qui prend vraiment beaucoup de place. Là. Quand tu le laisses pousser, quand tu as des endroits que ça, c'est infranchissable. Puis il y a des pseudo-épines. Moi, je suis un explorateur urbain. Puis quand je vois des murs de nerfs bruns, je fais comme oh non, tu te fais mal. Là. Tu te fais mal avec les pseudo-épines. Ouais. Béatrice? Par rapport au REM, est-ce que ça va détruire beaucoup de boisés? Comment c'est? On ne sait pas trop là, par où ça va passer, l'Assomption, entre Viau et l'Assomption. Oui, ça c'est un point que je n'ai pas parlé aussi. Pour ce qui est du bois des Pères, ça serait possible qu'il y ait des sections qui soient détruites par le REM. Ça, je sais, mais j'ai pas assez de documentation. Je connais très mal le dossier encore. Tu sais, ça fait que quelques mois qu'on en parle, puis j'ai pas eu le temps de m'en occuper pour vraiment... Puis en plus, il me semble que les plans n'arrêtent pas de changer. Non? Ben, en tout cas, j'ai tout le temps l'impression qu'il y a un dit de quoi, puis il n'y a pas moyen d'avoir un vrai plan, là, il me semble. Mais oui, je sais qu'il va pas... oui, il pourrait passer éventuellement dans le bois des Pères. Ça serait assez catastrophique. Ouais. Dans le bois des Pères? Oui, parce que il se posait être souterrain, puis ça coûterait moins cher de le faire passer dessous le bois des Pères que dessous le boulevard Assomption. Mais ça, écoutez, c'est des choses que je connais mal, le dossier. Que je ne veux pas lancer de polémique, là. Je dis ça comme ça, je connais très mal le dossier. Je vais m'y mettre. Là. Moi, je voudrais vous dire que je fréquente le bois des Pères à tous les jours. Wow. On est un paquet de retraités avec nos chiens. Et on a fait récemment une collecte de cochonneries dans le bois des Pères.
Puis on était une quinzaine. Wow. Puis on a ramassé beaucoup de sacs de cochonneries, là. Puis on fait ça régulièrement. Fait que c'est toujours, on essaie de le garder propre. Puis aujourd'hui aussi, ça, c'est encourageant. On a vu 2 classes de jeunes enfants de 7-8 ans avec leurs professeurs aller faire une longue marche dans le bois des Pères avec leurs professeurs, avec des consignes précises de on ne jette rien, on se tait, on écoute la nature et on observe. Ça, c'est, juste pour ça, il faut conserver ce petit bout-là de parc. Tout le monde aime ça. Ça a permis, durant la pandémie, d'aller s'aérer. Ben, écoutez, Madame Sylvie, si vous voulez me recontacter après, parce que justement, les Amis du Bois des Pères, il faudrait qu'ils soient recréés éventuellement. Ça serait bien, peut-être, je vous pose la question, de recréer, au moins qu'il y ait, comme j'ai dit tantôt, quand on donne des noms à quelque chose, ça leur donne de la force. Okay. Que le groupe de 15 personnes, je dis ça comme ça serait peut-être bien qu'il soit, même si c'est informel, là. Moi, je crois beaucoup, les mouvements citoyens dont je fais partie, c'est tous des mouvements organiques. Il n'y a pas d'organisme, là. Non, c'est ça. C'est vraiment les gens qui habitent autour. On habite dans des tours à condos. Ben, pas les tours, mais dans le quartier. On reste tout à côté. Puis tous les jours, on va se promener. Puis les gens, à un moment donné, apportent leur sac avec une petite pince qu'on ramasse à mesure. Il y a juste une problématique qui perdure, c'est celle des amateurs de rencontres personnelles. Ça nuit un petit peu. Oui, je suis au courant de ce que vous dites. Mais, tu sais, admettons, je pourrais vous aider sur la promotion, au moins si, admettons, ça reste comme ça, organique, puis vous me dites, telle journée, on va aller ramasser davantage, je pourrais faire un appel à tous sur Facebook, puis j'ai beaucoup, beaucoup de gens qui me suivent, ils pourraient venir vous aider encore plus, et moi-même, tu sais. Okay. Ben, si vous voulez, là, je vous dis ça comme ça. Oui. Bon, c'est bon. Ben, merci. Merci. Moi, j'ai une question aussi, parce que, bon, c'est une présentation foisonnante, il y a beaucoup de petits bois et tout ça, ou de friches. Et puis, j'ai regardé brièvement sur Google, mais c'est pas tout indiqué. Fait que si je vais aller me promener là, curiosité, découvrir, c'est pas évident. Puis, je trouve ça dommage, là, parce que, oui, là, j'ai plein de noms dans la tête, là, mais j'ai pas eu le temps de les écrire. Puis, oui. Ben, pour ce qui est de, comme je vous ai dit, en bas de la rue Sherbrooke, jusqu'au fleuve, ce sont tous des endroits privés. Tu peux aller te promener, mais je veux dire, ils ne seront pas indiqués. Pour toutes les autres, Boisé Jean-Milo, Francesca Cabrini, Bois des Pères, le Boisé du village olympique, là, il est quand même intéressant. Ça, on peut se promener, puis c'est ça la vraie trame verte et bleue que j'ai présentée dernièrement au budget participatif de la Ville de Montréal. C'est quand même un budget de 3 millions. Que ça, c'est l'endroit que je vous propose d'aller visiter, là, si vous ne connaissez pas. C'est vraiment intéressant. Puis il y a déjà des sentiers, des vrais sentiers que la Ville de Montréal. Des fois, ils sont durs à trouver. Madame Sylvie pourrait vous le dire, au Bois des Pères, il y aurait besoin que les sentiers soient réofficialisés. Hein? Oui. Ah oui. De rajouter du paillis, puis il manque un petit peu aussi de lampadaire, je trouve. C'est sombre, Oui, c'est sombre. Ben, je l'ai proposé, ça. J'ai fait un. D'ailleurs, je pourrais vous envoyer aussi là, ce que j'ai écrit sur la trame verte et bleue, sur le Bois des Pères. J'ai même fait un budget pour ce qu'il y a à faire, là. Ouais. OK. Oh, c'est bien. Oui, Suzanne? Oui, ben en fait, vous avez parlé de votre site Facebook. Oui. Comment on peut vous trouver et s'abonner? Oui. Ben tiens, je fais ça à l'instant. Je vais vous mettre le lien. Comme ça, le nom est assez long, là. C'est les Amis du Parc Nature Ruisseau de la Grande Prairie. Je sais pertinemment que Parc Nature n'est pas vraiment la bonne terminologie. Monsieur Ferrandez, à l'époque, me l'avait dit. C'est plus une trame verte. Parce que c'est pas un parc nature, c'est une trame. C'est des éléments qui sont séparés, qu'on essaye de, au moins virtuellement, ou par des panneaux ou un chemin, à rassembler ensemble. Que je viens de vous envoyer le lien. Puis d'ailleurs, là-dedans, dans les vidéos, j'ai fait des documentaires qui sont un peu spéciaux. Là. Ça veut dire que c'est un peu humoristique, là, mais quand même. Vous allez voir. En fait, je vous ai résumé. J'ai fait 15 documentaires. Je vous ai résumé aujourd'hui, là, en gros, là, grosso modo, en 1 heure, 15 documentaires. Ouais. C'était tous des extraits de mes documentaires. Voilà. C'est ce que je t'ai pour conseiller de faire
de regarder ces documentaires-là parce qu'en termes d'histoire, c'est vraiment extraordinaire. La recherche que tu as faite, c'est très, très instructif. Ça nous rappelle aussi tout le passé industriel du dernier siècle à Montréal, dans l'est de Montréal, que ce soit la Vickers ou quand tu parles aussi du chemin des tanks, et tout ça, c'est très, très instructif. Puis ça instruit aussi sur l'urbanisme de cette région-là, comment ça s'est développé. Puis pour les passionnés d'histoire, autant que les biologistes, c'est intéressant. Oui. Puis en plus, ce que je dis souvent sur les sites historiques, c'est qu'on parle très peu du patrimoine naturel. Mettons du Bois des Pères, là. C'est un patrimoine quand même naturel. C'est un endroit qui a de la flore qui est rare, qui est comme pas rapport là, dans ce secteur-là. Un peu le Francesco Cabrini. Puis ça, on devrait tellement mettre encore plus l'accent là-dessus. C'est comme un musée de plantes vivantes, là. Parce que si on ne fait pas attention, ça va se disparaître vraiment vite. Juste avec la neige usée, avec les décennies, c'est d'autres espèces plus fortes qui vont remplacer l'endroit. Ouais. En passant, le terme que tu cherchais tantôt, c'est allélopathie. Ah, merci. Allélopathie. Ouais, pour revenir au boisé des pères, est-ce qu'il a un statut protégé? Non. Est-ce qu'il est considéré comme un parc? Parce qu'il est quand même un musée. Ils ont fait des affiches et tout ça. Oui, il est considéré comme un parc, mais il n'y a pas le statut de conservation. C'est ça le statut ultime. Comme, mettons, Boisé Jean-Milo, puisque c'est le comité de surveillance Lauriel qui s'en occupe, ils ont réussi à aller chercher, après de longues années, le statut conservation. Ça, c'est le plus haut que tu peux aller chercher à la Ville de Montréal pour un endroit. La Coulée-Grou, là, aussi, là, c'est très intéressant, la Coulée-Grou dans l'Est, là. Les statuts, mais bizarrement, le Bois des Pères, c'est une chose qui est à faire, d'aller chercher le statut de conservation. J'ai parlé à des politiciens pour leur exposer le problème, dont M. Posé, qui est dans Marie-Victorin, Mme Watt aussi, qui s'occupe dans Projet Montréal, là, qui sont au pouvoir. J'ai aussi rencontré M. Marissal de Québec solidaire pour lui dire, tu sais, puis oui, surtout M. Marissal, c'était pour lui dire, il rencontrait d'ailleurs le C. Je suis pas capable de le dire. CIUSSS, là, mais il rencontrait l'hôpital, puis il leur a quand même dit, là, c'est ça, merci. Il leur a quand même, il m'a dit qu'il était pour en parler un peu, là, de faire attention avec le Bois des Pères. Mais le Boisé des Pères, en fin de compte, il est dans Rosemont-Petite-Patrie. Absolument. Oui, puis c'est ça, une des problématiques, c'est que les autres sont tous dans Mercier, Maisonneuve. C'est comme le seul qui est dans Rosemont, puis là, c'est comme... Moi, ce que j'ai aussi demandé, c'est que ce soit les grands parcs qui s'en occupent. Mais les grands parcs, ils en ont déjà plein leurs casquettes, qu'on m'a dit. Monsieur Ouellette, lors d'une des séances, là, il m'a dit on n'en veut pas là, de ce petit parc-là. Là. Malheureusement. Merci. Ben, merci beaucoup, François. C'était vraiment génial. En tout cas, comme je dis, moi, je t'ai vendu à l'idée de t'inviter, puis j'ai appris beaucoup de choses. Puis j'invite les gens à te suivre, en tout cas, dans tes capsules. Puis malgré le côté humoristique, je pense qu'il y a beaucoup d'informations super intéressantes. Peut-être que le côté humoristique, ça permet de passer l'information. Peut-être. Des fois, je trouve que mon montage est peut-être un petit peu rapide aussi. Là. Ça se veut... Mais c'est pas grave. Il y a une évolution, en tout cas, on a vu ça. Oui, c'est ça. Puis éventuellement, je pourrais peut-être vous reparler, peut-être l'année prochaine, dans 2 ans, du parcours du parc nature du Bois d'Anjou. Ça, je pense qu'il y a plusieurs biologistes qui ça serait intéressant qu'ils viennent le voir. Là. Oui, en tout cas, s'il y a des projets de collaboration avec la société, ça pourrait être intéressant. Tu peux toujours nous recontacter. Madame Contant, vous aviez une question? Non? Madame Labrosse? Non, j'ai vu des mains se lever. Là, bon, ben, merci encore, François, puis à la prochaine. Puis on va aller visiter ces boisés-là avec une autre perspective maintenant qu'on les connaît mieux. Merci beaucoup de l'invitation, c'était bien agréable. À la prochaine. Donc, merci. Donc, c'était la dernière conférence de l'année de la Société. On va reprendre en octobre-novembre. Je vais mettre les conférences au calendrier. Donc, d'ici là, pour les gens qui ne sont pas encore membres, ben, on vous invite à nous suivre et peut-être devenir membre de la Société. Les activités ont repris. Donc, avec les nouvelles règles, on va pouvoir faire plus de choses. Donc, on se retrouve en octobre pour les prochaines conférences et sinon dans les prochaines sorties. Bon, ben, merci. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Oups.